La première neige tombait doucement sur la banlieue de Cedar Brook, recouvrant les pentes des montagnes cascades d'un voile silencieux. Dans sa petite cabane en bois, Walter Bennett, 68 ans, ranimait le feu dans l'âtre, le regard perdu entre les flammes et les souvenirs. Le tic-tac de l'horloge et le crépitement des bûches répondaient à ses pensées. Sur le manteau de la cheminée, les portraits de Marion, sa défunte épouse, lui rappelaient l'amour disparu mais jamais oublié. Depuis 15 ans, Walter survivait, solitaire mais pas vaincu, cultivant son potager au printemps, lisant les romans préférés de Marion et vivant avec la dignité des anciens instituteurs. Ce soir-là, un faisceau de phare troubla la nuit. Walter ouvrit sa porte sur un souvenir. Luke Travers, l'un de ses anciens élèves devenu garde forestier. Dans ses bras, une grande caisse en bois d'où s'échappaient des couinements faibles. 3 oursons noirs orphelins dont la mère venait d'être tuée par des braconniers. Les centres de réhabilitation étaient saturés, et Luke n'avait pensé qu'à Walter. « Faites-les entrer », dit ce dernier sans hésiter, son instinct de pédagogue plus fort que la prudence. Les petits étaient terrifiés, recroquevillés dans un coin de la caisse. L'un se tenait devant les autres, protecteur, l'autre tremblait, et le troisième tapotait curieusement les parois. Walter, ému, leur donna des noms. Milo, Fern et Ash. Ce soir-là, il les installa dans la buanderie, sur un lit improvisé, et passa de longues minutes à les observer. « Ta mère serait fière », murmura-t-il, sans savoir à qui il parlait vraiment. Il resta là longtemps, même après qu'il se soit endormi, bercé par la chaleur et la fatigue, se demandant s'il était encore capable de ce genre de dévouement. Le lendemain, Luke revint avec 2 anciens camarades de classe devenus charpentiers. Ensemble, ils bâtirent un enclos de bois sûr et abrité. Luke rappela que les contacts humains devaient être limités. Ces oursons devaient un jour retourner à l'état sauvage. Walter acquiesça, mais au fond de lui, une douleur naissait à l'idée de les voir partir. Il les avait connus depuis si peu, mais déjà, un lien invisible s'était noué. Chacun des petits affirmait sa personnalité. Milo, protecteur et déterminé. Fern, timide mais attentive. Ash, intrépide et vif. Walter, rigoureux, suivait les consignes. Port du masque, distribution de nourriture selon les instructions, surveillance via caméra. Pourtant, il restait souvent assis à observer les oursons, leurs jeux maladroits, leurs escalades de petits arbres, leurs siestes enchevêtrées de chaleur. Parfois, il leur lisait à voix basse les mêmes histoires qu'il lisait autrefois à ses élèves. Il savait que ce n'était pas recommandé, mais cela le rassurait. La nouvelle se répandit vite à Cedar Brook. Les habitants respectaient les consignes, mais certains apportaient des baies, du poisson ou même un rayon de miel. Le shérif Jenkins fit une inspection, salua les oursons, puis repartit avec un sourire. Walter, lui, gardait pour lui ses pensées sur les braconniers. Ceux qui font du mal aux innocents méritent plus que la prison, pensait-il, sans jamais le dire à voix haute. Avec l'avancement de l'hiver, les oursons grandissaient. Leurs instincts se développaient. Luke parlait d'introduire des proies vivantes, ce qui troubla Walter, bien qu'il comprît la nécessité. « Vous faites un travail incroyable, Monsieur Bennett, » dit Luke. Walter, les yeux dans la neige, murmura. « Ce sont eux qui en valent la peine. » Chaque jour passé avec eux était un rappel de tout ce qu'il avait encore à offrir, malgré l'âge. Mais un soir glacial, Milo cessa de manger. Affaibli, il gisait dans un coin, tandis que ses 2 compagnons continuaient à jouer. Walter appela Luke, affolé. Une vétérinaire était contactée, mais les routes étaient impraticables pendant 3 jours. Walter suivit à la lettre les instructions de soins, isolement, hydratation, médicaments. Mais chaque soir, il s'installait près de Milo, veillant avec tendresse. Une nuit, l'ourson mal en point se leva, chancelant, et vint poser son museau contre la main de Walter. « Tu es un battant, Milo, » murmura-t-il. Quand la vétérinaire arriva enfin, Milo était rétabli. Walter, épuisé, comprit alors combien ces oursons comptaient pour lui. Ils étaient devenus plus qu'un engagement temporaire. Ils étaient une part de sa vie, une part de lui, et peut-être, au fond, une manière pour lui de continuer à aimer, à transmettre, à espérer. Ce qu'il pensait avoir perdu avec Marion, il l'avait retrouvé différemment à travers 3 petits orphelins. Lorsque les premiers signes du printemps apparurent sur les flancs encore enneigés des montagnes cascades,
quelque chose changea dans l'enclos. Les oursons n'étaient plus les mêmes créatures vulnérables arrivées un soir de tempête. Leur pelage avait gagné en densité, leurs muscles en puissance, leur regard en détermination. Milo marchait déjà comme un chef de meute, Fern était devenu plus hardy et grimpait avec aisance au tronc dressé, et Ash ne cessait d'explorer chaque recoin de l'espace, curieux de tout, audacieux jusqu'à l'imprudence. Ils n'étaient plus des bébés, ils devenaient des forces de la nature. Walter, chaque matin, se postait devant l'enclos avec sa tasse de café. Il notait leur comportement sur un carnet à spirale, comme s'il corrigeait encore les devoirs de ses élèves. La façon dont Milo partageait de la nourriture, comment Fern observait longuement avant d'agir, ou les petites crises de tempête d'Ash quand il ne parvenait pas à atteindre une branche trop haute. Il notait tout. Peut-être était-ce un moyen de retarder l'inévitable, le moment où il partirait. Il dessinait aussi parfois leur silhouette, maladroitement mais avec tendresse, comme on esquisse une mémoire pour qu'elle ne s'échappe jamais. Luke passait régulièrement, vérifiant les filets, les stocks de nourriture, la progression des oursons. Un jour, il apporta une nouvelle qui fit taire Walter plus longtemps qu'à l'habitude. Le centre a enfin de la place. Ils viendront les chercher dès demain matin. Le vieil homme acquiesça lentement. Il savait que ce moment viendrait. Mais savoir et accepter sont deux choses très différentes. Le soir même, il se surprit à toucher les clôtures, à s'assurer que tout tenait bon, comme si cela pouvait ralentir le temps. Cette nuit-là, Walter resta dehors plus longtemps que d'ordinaire, assis sur une chaise en bois face à l'enclos. Les oursons étaient calmes. Peut-être sentait-il que quelque chose allait changer. Milo s'approchait souvent de la clôture, fixant Walter avec insistance. Fern s'était blotti dans un coin ombragé. Ash, pour une fois, ne grimpait pas. Walter se mit à leur parler, comme à de vieux amis. Il leur raconta la rencontre avec Marion, leur mariage modeste, les années passées dans cette maison, les élèves turbulents, les joies simples. Il ne cherchait pas de réponse, mais leur simple présence le consolait. C'était sa dernière nuit avec eux, il le sentait. Le lendemain, avant même que le soleil n'ait franchi la ligne des pins, les camions du centre se garèrent dans la clairière. L'équipe était efficace, douce, silencieuse. Les oursons furent endormis un à un. Walter resta debout, immobile, le chapeau serré entre les mains. Quand Milo, le dernier, fut placé dans sa caisse, il bougea légèrement, leva la tête et croisa une dernière fois le regard de Walter. Puis la porte se referma. Aucun mot ne fut prononcé, mais dans le silence, il y avait une poignée de souvenirs partagés. Le vide laissa une empreinte vive dans la cabane. Pendant des jours, Walter erra sans but, déplaçant machinalement les bols, vérifiant les caméras éteintes, observant l'enclos vide. Il n'avait pas réalisé combien leur présence remplissait sa vie. Les nuits étaient silencieuses, trop silencieuses. Parfois, il se réveillait en croyant entendre un grognement, un petit cri, mais ce n'était que le vent. Même le feu dans la cheminée lui semblait plus fade, plus distant. Luke lui rendait visite souvent, partageant des nouvelles du centre. Les oursons s'adaptaient bien. Ils mangeaient seuls, interagissaient avec d'autres animaux, apprenaient à chercher leur nourriture. Une caméra avait même capturé une séquence de Milo dominant un autre jeune ours pour protéger une source de miel. Walter écoutait, souriait, hochait la tête, mais ses yeux restaient fixés sur l'horizon. Il demandait toujours « Et Ash? Toujours aussi téméraire? Ou Fern se fait-elle des amis? » C'était devenu un rituel, presque un besoin. Pour leur premier printemps en liberté, le centre les relâcha dans une réserve naturelle à quelques kilomètres seulement de Cedar Brook. Luke expliqua que c'était la meilleure option. Même si les oursons avaient été élevés pour être sauvages, ils portaient en eux l'empreinte d'un lien. Mieux valait rester proche tout en respectant la nature. Walter fut soulagé. Savoir qu'ils étaient proches, même invisibles, le réconfortait. Un matin, alors qu'il était penché sur ses tomates, Walter aperçut des empreintes dans la boue au bord du puits. Trop large pour un chien, trop régulière pour un cerf. Son cœur se serra. Il ne dit rien à personne. Ce soir-là, il laissa une poignée de baies à la lisière de la forêt. Ce geste, simple en apparence, était un appel muet. Une invitation à ne pas oublier. Et ainsi le printemps devint été. Walter reprit doucement ses habitudes. Il lisait sur la véranda, jardinait, bricolait. Il retrouva une sorte de paix. Mais chaque soir, avant de fermer les volets,
Il regardait longtemps vers les arbres. Parfois, il croyait voir un mouvement entre les troncs. D'autres fois, il savait que ce n'était que son imagination. Mais au fond de lui, il nourrissait l'espoir qu'il reviendrait. Un jour. Car au fond de lui, il savait. Il n'était jamais vraiment parti. Lorsque l'automne enveloppa les montagnes Cascade d'or et de cuivre, Walter Bennett ressentit une fatigue plus lourde que les années précédentes. Sa cabane, pourtant chaleureuse, semblait plus grande, plus vide. Les soirs devenaient plus longs, les silences plus profonds. Il continuait de vaquer à ses occupations, ramasser le bois, entretenir le potager, lire les vieux romans de Marion. Mais tout lui paraissait plus lent, plus fragile. La disparition des oursons avait laissé un vide, un creux qu'aucune routine ne parvenait à combler. Il rêvait souvent d'eux, les voyait dans les bois, entendait presque leurs petits grognements dans le souffle du vent. Puis vinrent les premières tempêtes. La neige tomba plus tôt que prévu. Walter, prévoyant, avait tout stocké, bois, vivres, carburant. Mais le froid s'infiltrait dans ses os et chaque geste du quotidien devenait plus rude. Le shérif Jenkins, inquiet, l'appela pour lui proposer de venir s'installer en ville durant les mois les plus durs. Walter refusa, comme toujours. « J'ai vu pire », avait-il répondu d'une voix lasse. Mais cette année-là, il le savait, il était plus vulnérable. Le corps trahissait ce que l'esprit refusait d'admettre. Il s'endormait plus tôt, se réveillait avec des douleurs sourdes et oubliait parfois où il avait posé ses lunettes. Le monde semblait plus vaste, plus éloigné, comme s'il se rétrécissait autour de lui. La solitude n'était plus un choix, mais une réalité pesante. Ce fut une nuit de janvier que tout bascula. Une nuit de neige épaisse, de vent hurlant dans les sapins. Walter s'était endormi dans son fauteuil, un livre ouvert sur les genoux. Il fut réveillé par un bruit étrange, un moteur à l'arrêt, des pas dans la neige. Il jeta un œil à l'horloge. Minuit passé. Curieux et prudent, il s'approcha de la fenêtre et aperçut deux hommes en combinaison, sans logo, qui s'approchaient de sa porte. Leurs silhouettes semblaient trop tendues, leurs gestes trop rapides. Un pressentiment noua l'estomac de Walter. Il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Ils se présentèrent comme employés d'une compagnie électrique, prétextant une urgence sur le réseau. Mais Walter n'était pas dupe. Il vit l'arme à feu cachée sous la veste de l'un, les regards fuyants, le camion banalisé. Il tenta de refermer la porte, mais ils forcèrent l'entrée. Walter recula, cherchant une idée. Il fit semblant de coopérer, indiquant où étaient ses objets de valeur. Puis, prétextant un besoin pressant, il se glissa dans la salle de bain, ouvrit silencieusement la fenêtre et s'échappa dans la nuit glaciale. Le froid le saisit aussitôt, mordant chaque centimètre de peau exposée. Son souffle formait des nuages effilochés dans l'air nocturne. Il courut vers la forêt, les bottes s'enfonçant dans la neige. Derrière lui, les voix criaient, les pas se rapprochaient, mais Walter connaissait les sentiers, même de nuit. Il zigzaga entre les troncs, sa respiration saccadée, le cœur battant trop vite. Son souffle se fit court, sa cheville le trahit sur une racine gelée. Il chuta lourdement, incapable de se relever. La douleur pulsa dans son articulation. Il tenta de ramper, mais les bruits approchaient. Il se cala contre un arbre, prêt à affronter la suite. Ses doigts fouillaient la neige désespérément, comme pour s'y fondre. Il songea un instant à Marion, à ses livres, à la chaleur du foyer perdu. Puis un grondement, profond, proche. Les deux silhouettes, figées par le son, balayèrent de la forêt du regard. D'un fourré surgirent trois ombres massives, trois ours adultes. Le souffle de Walter se coupa. Il reconnut l'allure droite de Milo, la tache claire sur la poitrine de Fern et la démarche nerveuse d'Ash. Les trois s'étaient interposés entre lui et ses agresseurs. L'un des hommes tira, le coup ricocha sans effet. Un rugissement déchira la nuit, rauque, ancestral, porteur d'un avertissement sans équivoque. Les ours se dressèrent, imposants, indomptables. La neige retombait lentement, scintillante autour d'eux. Les hommes s'enfuirent. Ash, le plus rapide, bondit et fit chuter l'un d'eux. L'autre hurlait. Les ours ne poursuivirent pas. Ils revinrent vers Walter. Milo s'approcha, humant l'air, reconnaissant sa main. Il s'allongea contre lui, le protégeant du froid. Fern et Ash formèrent un cercle. Walter pleura. « Vous êtes revenus, murmura-t-il. » Sa voix était brisée, tremblante. Il passa une main glacée sur la fourrure tiède de Milo et sentit un soulagement profond envahir son corps.
Les battements de son cœur ralentirent. Une chaleur ancienne, familière, l'envahit. L'aube se leva sur cette scène improbable. Un vieil homme appuyé contre un ours, entouré de deux autres, vivant rempart contre la cruauté humaine. Il l'aidait encore, comme lui les avait aidés. Une dette d'amour silencieuse rendue dans la neige. Walter ferma les yeux un instant, écoutant le souffle lent des animaux. Leur simple présence plus réconfortante que mille mots. Il sut, sans le moindre doute, qu'il ne l'avait jamais oublié. Et lui non plus. Dans leur silence, dans leur regard, il y avait une fidélité au-delà des espèces, au-delà du langage. Ils étaient sa famille. Walter fut retrouvé quelques heures plus tard par Luke Travers et le shérif Jenkins, alerté par un appel inachevé reçu durant la nuit. Le jeune garde forestier le découvrit grelottant, adossé à un pin, ses bras enroulés autour de son manteau. Les traces dans la neige racontaient une histoire singulière, deux jeux d'empreintes humaines fuyant en désordre, des débris de lutte et surtout trois grandes strass d'ours encerclant un seul homme. Walter fut transporté à l'hôpital de Cedar Brook, diagnostiqué avec une entorse à la cheville, une hypothermie légère mais un moral indéfectible. « Je vous l'avais dit », souffla-t-il au shérif. Ils sont revenus. L'événement se répandit rapidement dans la ville. Certains haussant les épaules, y voyant les délires d'un vieil homme. D'autres, ceux qui connaissaient Walter, crurent sans discuter. Luke, lui, se contenta de montrer les images prises par sa caméra piège installée non loin de la clairière. Trois silhouettes noires, massives, déambulant calmement dans la nuit, s'approchant de l'endroit où Walter avait été trouvé. Ces images furent partagées dans plusieurs journaux locaux et circulèrent brièvement sur les réseaux sociaux. Mais Walter n'en parlait guère. Pour lui, ce n'était pas un miracle à exhiber, mais une réponse, une promesse tenue. De retour chez lui, Walter marcha avec une canne pendant plusieurs semaines. Il convertit l'ancien enclos des oursons en un petit jardin fleuri qu'il nomma le Jardin du Retour. Il planta des pivoines, des tournesols, des myosotis, tout ce que Marion avait aimé. Pour qu'ils aient un lieu où revenir, disait-il aux rares visiteurs. Puis un jour, il adopta un vieux Golden Retriever nommé Buddy, qui, comme lui, avait besoin de paix et de compagnie. Buddy s'adapta vite, suivant Walter pas à pas, partageant les longues heures silencieuses à la fenêtre ou au coin du feu. Le temps s'écoula doucement. Le printemps fit place à l'été, puis à un nouvel automne. Walter s'était refait d'une routine entre promenades lentes, thé sur la véranda et lectures à voix haute pour Buddy. Mais certains soirs, il sortait au seuil de la forêt, une assiette de baies ou quelques poissons posés près du vieux puits. Il ne les voyait jamais, mais parfois, au matin, tout avait disparu. Parfois aussi, il découvrait une branche cassée, une empreinte trop grande pour être humaine, un écho dans la nuit. Et certaines nuits de pleine lune, il croyait entendre un souffle dans les feuillages, lourd, profond, familier. Il écrivit quelques pages sur cette expérience, non pas pour la publier, mais pour s'en souvenir. Il les gardait dans un tiroir de son bureau, liés par une ficelle. Il les avait intitulés « Trois cœurs sauvages ». Il n'y racontait pas l'histoire d'un homme sauvé par des ours, mais d'une rencontre, d'une reconnaissance mutuelle au-delà des mots. Un jour de décembre, alors que la neige recommençait à tomber, Walter fit ce qu'il avait fait 1000 fois. Il sortit une dernière fois avant de dormir. Il se tenait sur le pas de sa porte, Buddy à ses pieds, regardant les ombres entre les arbres. Il leva la main, doucement. « Bonne nuit, les enfants, » dit-il. Puis il rentra, le cœur paisible. Cette nuit-là, il relut un chapitre de Jack London, caressa la tête de Buddy et ferma les yeux. La dernière nuit de Walter fut calme. Il s'éteignit dans son sommeil, un livre sur la poitrine, Buddy endormi contre ses jambes. Lorsqu'on le retrouva, un sourire flottait sur son visage. Dans la neige autour de la maison, trois grandes empreintes d'ours tournaient lentement, comme une dernière veille silencieuse. Aucun bruit, aucun désordre. Juste cette marque, discrète et profonde, d'une présence reconnaissante. Lors de ses funérailles, la ville de Cedar Brook se réunit. Luke raconta l'histoire des oursons, de l'hiver, du sauvetage. Il parla de la douceur de Walter, de sa patience, de son courage discret. Et devant la pierre gravée « Walter Bennett, protecteur des petits », trois gerbes furent déposées, une de myosotis, une de miel sauvage, une de baie rouge. Le prêtre lut d'un passage sur la loyauté, sur ce qui nous lie sans parole.
Les enfants de l'école où Walter avait enseigné vinrent chanter. Ce fut simple, digne comme lui. Dans les années qui suivirent, plusieurs gardes forestiers rapportèrent avoir vu, certains soirs de pleine lune, 3 grands ours noirs s'approcher de la clairière, tournant autour du jardin fleuri avant de disparaître, silencieux comme des ombres. La maison de Walter resta debout, entretenue par des volontaires, transformée en petit sanctuaire de mémoire. Et au centre du jardin, une plaque de bois sculptée portait une phrase simple. « Ils n'ont jamais oublié ».